Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous et surtout merci à l'Université de Genève d'avoir eu le courage de maintenir cet événement et d'avoir illustré parfaitement le thème de ce soir qui est l'art de s'adapter en ayant tout transféré sur le digital. Alors, l'agenda de ce soir, pardonnez-moi, on va commencer par échanger Virginie, Joanna et moi-même sur le thème de l'art de s'adapter. Ensuite, on voulait vraiment faire de cet événement un moment de partage et de convivialité. Donc on a prévu des temps de questions. On vous laissera les poser directement sur le chat et Julie, la femme de l'ombre derrière moi, va les modérer et prendra le soin de nous les poser au moment venu. Alors comme vous allez le voir, Joanna, Virginie et moi-même avons 3 business très différents et 3 approches de l'entrepreneuriat très différentes aussi. En revanche, nous avons plus d'un point commun, mais celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'être Genuine Women et particulièrement de faire partie du collectif de Genève. Oui, alors effectivement, Rebecca, donc on fait partie du collectif de Genève. Je vais vous en toucher quelques mots pour que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi il s'agit. En fait, c'est un comité bénévole qui a été formé il y a environ 6 mois pour organiser tous les événements de l'antenne de Genève. Donc, on est 12 membres genuine à cette portée volontaire pour s'occuper de tous les événements à Genève. Il y en a à peu près une cinquantaine dans toute l'année. Et puis, on a 250 membres sur Genève, sachant qu'on est 850 dans toute la Suisse romande, qui se rencontrent lors de ces événements. Alors, pas tout le monde vient toujours aux événements, mais disons, ça fait beaucoup de gens qui peuvent potentiellement réseauter ensemble, donner de la visibilité à leurs projets et aussi se former parce qu'on a beaucoup d'activités de formation dans le réseau de Genuine. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Julie afin qu'elle se présente. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup. Donc moi je suis Julie, je suis coach en développement personnel et j'accompagne principalement les femmes dans leur transition professionnelle et surtout j'ai le grand honneur de pouvoir transmettre les milliers de questions qui vont arriver ce soir. Alors je vais prendre le relais, donc moi je suis Rebecca, j'ai 30 ans et je suis entrepreneur. J'habite à Genève depuis 1 an et demi et je fais partie du réseau des Genuine depuis un peu plus de 8 mois. En mars 2020, au tout début du premier confinement, je me dis que c'est le bon moment pour se lancer et créer ma société, Malipa F&B Solutions. Alors j'accompagne en fait les restaurateurs et les entrepreneurs de l'hôtellerie à révéler tout le potentiel de leur projet. Alors concrètement, ce que ça veut dire, j'ai 3 types de clients. Les premiers, c'est ceux qui en sont au stade de l'idée, qui veulent se lancer, qui ne savent pas trop par quel bout s'y prendre, qui veulent lancer des business dans la food en particulier ou dans l'hôtellerie. Et donc moi, je peux leur proposer un accompagnement de A à Z sur mesure. Ensuite, je m'adresse aussi aux restaurateurs, aux hôteliers qui ont déjà des établissements et qui souhaitent améliorer leurs efficacités, être plus profitables, être plus rentables. Et dans cette dynamique-là de rentabilité, je représente aussi un logiciel qui s'appelle BevSite et qui permet de digitaliser toutes les étapes de la gestion des coûts de revient marchandises. Alors c'est un peu technique, mais en gros, j'accompagne les restaurateurs et les hôteliers dans leur transition vers le digital. Bonsoir, donc je suis Virginie, je suis la fondatrice de Get Out of the Box Events. Donc comme le nom l'indique, je suis la personne qui va gérer vos événements, qui va les organiser, que vous soyez une petite entreprise ou une grande multinationale. Quelle que soit la taille de vos événements, vous pouvez faire appel à moi. Je suis là pour vous soutenir, pour vous rassurer, pour vous aider, pour coordonner toutes les prestations que vous allez avoir durant un événement. Et mon rôle aussi, c'est en fait essayer de transposer ce que vous avez dans votre tête, l'événement que vous pouvez, idéal que vous pouvez imaginer et le rendre le plus réel possible, vraiment le transposer dans la réalité. En parallèle de ça, j'ai également fondé Get Out of the Box, la partie déco. Et là, le but est encore plus simple, c'est en gros, je chine les objets oubliés dans les placards de votre grand-mère, je leur donne une seconde vie, je partage avec vous ces histoires et vous pouvez donc du coup les acheter, les adopter chez vous ou alors, tant qu'ils sont en vente, vous pouvez les louer pour les mettre en valeur vos propres produits lors d'un pop-up store ou d'un shooting photo. Merci Virginie. Du coup, c'est à moi. Je m'appelle Joanna, je suis fondatrice de balmbooking.ch, qui est un moteur de recherche avec agenda intégré qui permet de réserver un service ou une activité directement en ligne et en quelques clics. Donc l'idée, c'est de pouvoir digitaliser les prestataires de services qui ne le sont pas encore et de pouvoir bientôt réserver n'importe quel service à Genève, comme on réserve maintenant une table de restaurant sur La Fourchette ou un hôtel sur Booking. Et qu'on puisse le faire d'une manière simple, de chez nous à toute heure,
voilà, en ayant le maximum d'informations disponibles. Alors, on s'est posé la question quand on a commencé à préparer un petit peu cette intervention. On s'est demandé pourquoi on était devenu entrepreneur. Et effectivement, Rebecca, c'est une très bonne question. Et en tant qu'entrepreneur, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Et j'ai plutôt envie de répondre « et pourquoi pas ?» En fait, être entrepreneur, c'est finalement créer, pour ma part, un cadre de travail qui me correspond. J'ai soif de liberté, d'indépendance et de flexibilité. Et c'est quelque chose que dans le cadre d'une entreprise déjà établie, et je peux vous dire que j'en ai testé plusieurs pour être sûre de mon choix, j'ai pas rencontré en fait le cadre de travail idéal pour moi. Donc pour ça, j'ai décidé de créer mon cadre idéal. Donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et j'ai décidé de suivre mon instinct, de m'écouter et de me dire « Ok, là, je sens que c'est le bon moment, on y va, j'arrête de me poser des questions, j'arrête de réfléchir pendant 100 000 ans, et j'y vais, je m'écoute et je fonce. » Et vous allez vous rendre compte que finalement, être entrepreneur, c'est ça, c'est savoir s'écouter, c'est savoir prendre des risques et c'est savoir s'adapter à plusieurs situations. Du coup, si je prends le relais, moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir entrepreneur, c'est parce que j'ai un rêve un peu fou, celui de revaloriser le métier de restaurateur et d'hôtelier. C'est un métier qui est extrêmement dur, très ingrat, et on s'en rend compte aujourd'hui que tous les établissements de lieux de vie, de convivialité sont fermés. On se rend compte à quel point il nous manque, et c'est quand même un ciment de notre société malgré tout. Et donc moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les restaurateurs pour leur permettre de prendre en charge toute cette partie administrative qui peut être un peu fastidieuse et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier, à savoir faire plaisir aux gens, recevoir et créer du bonheur, quoi. Et moi, pour ma part, donc, ça n'a jamais été forcément un rêve de devenir entrepreneur. Je n'y avais jamais songé jusqu'à il y a quelques temps. Ça a été plutôt un concours de circonstances. J'ai travaillé pendant 10 ans dans les ressources humaines en essayant de trouver mon bonheur et c'est malheureusement jamais arrivé. Et voilà, et comme Virginie, j'ai pas trouvé vraiment un endroit où j'ai pu m'épanouir en termes professionnels. Et puis en fait, tout est né d'un besoin que j'ai eu, donc besoin de réserver en ligne parce que voilà, j'aime bien réserver spontanément des activités au dernier moment, avoir un choix, avoir une liberté de choix, une liberté aussi au niveau de pouvoir prendre un rendez-vous en ayant toutes les informations disponibles parce que j'étais très frustrée quand je faisais une recherche par exemple sur Google de trouver qu'un annuaire au final. Je ne pouvais pas réserver un service, je ne savais pas combien ça coûtait, il fallait que je téléphone, c'était compliqué. Donc voilà, je me suis dit, si j'avais un outil digital qui pouvait m'aider à prendre mes rendez-vous comme je le souhaite, ce serait beaucoup plus simple. Et en discutant un petit peu autour de moi, j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient aussi le même besoin. Et à côté de ça, en faisant aussi d'autres recherches, je me suis rendu compte que ce genre d'outils existait aussi ailleurs dans le monde et qu'il rencontrait déjà un beau succès. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Alors ça n'a pas été vraiment facile de se dire, bon bah voilà, maintenant je me lance. Mais petit à petit, en mettant un pas après l'autre, finalement, voilà, je me retrouve aujourd'hui devant vous. C'est finalement une bonne définition quelque part, une bonne introduction à la définition qu'on a chacun de s'adapter. Pour ma part, la capacité à s'adapter, c'est quelque chose qui est inscrit dans mon ADN. Quelle que soit la situation que je rencontre dans ma vie personnelle ou professionnelle, j'ai toujours appris à rebondir, j'ai toujours en fait compté sur cette capacité à rebondir face aux embûches, aux imprévus, pour justement m'en sortir dans la vie. Et finalement, cette qualité, cette capacité naturelle, parce que finalement, quand vous réfléchissez, que vous pensez à votre enfance, enfin, si vous en souvenez, quand vous avez appris à marcher, finalement, vous avez fait vos premiers pas, vous êtes tombé, vous vous êtes cogné, vous avez dû avoir les genoux bleus, et finalement, au bout d'un moment, vous avez réussi à aligner ces 2 pas, et puis ensuite 3, et aujourd'hui, vous ne vous posez même plus la question de comment ça se fait que vous savez marcher. Et finalement, c'est votre corps, c'est à force de tomber, de chuter, de vous relever, que vous vous êtes finalement adapté et que vous avez pu développer cette capacité qui s'applique à plein d'autres cas du quotidien. Et en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat, cette capacité qui, pour moi, j'insiste beaucoup là-dessus, qui est naturelle, elle est indispensable à votre réussite, à la réussite de votre entreprise. C'est cette capacité à rebondir, cette agilité, cette façon de pouvoir réagir face aux imprévus, et c'est surtout... c'est une capacité à se débrouiller par soi-même.
Moi, je rejoins ce que dit Virginie. Pour moi aussi, l'adaptabilité, c'est un peu une seconde nature. J'ai grandi à Paris et puis à 18 ans, je suis arrivée à Lausanne pour faire l'école hôtelière. Et depuis, je n'ai pas arrêté de bouger. J'ai vécu à Rome, à Tel Aviv, à Verbier, à Shanghai, à Bangkok. Et en fait, je me suis rendu compte que l'adaptabilité, c'est une obligation. En fait, quand on se retrouve au plein milieu d'un carrefour à Shanghai, dans la foule, et qu'on ne comprend pas ce qui se dit autour de nous et qu'on est complètement perdu, en fait, on n'a pas le choix que de s'adapter. Et je me rends compte aujourd'hui que toutes les difficultés que j'ai pu ressentir en habitant à l'étranger, en fait, ça me permet aujourd'hui de faciliter ma navigation un peu dans cette jungle que peut être l'entrepreneuriat au quotidien. Donc pour moi, c'est vraiment une seconde nature. En revanche, je pense qu'on peut devenir plus flexible et apprendre à s'adapter. Oui, effectivement, on peut devenir plus flexible et apprendre à s'adapter, parce que c'est tout à fait mon cas. En fait, moi, j'étais pas du tout adaptable autant que vous deux. J'étais quelqu'un de plutôt, à la base, pas très à l'aise dans l'adaptabilité, parce que j'avais pas énormément confiance en moi. Donc pour moi, c'était assez difficile de me remettre en question, de me dire que j'avais fait une erreur, que potentiellement je m'étais trompée, c'était très grave. Donc du coup, c'était pas vraiment une seconde nature. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on dit qu'une des grandes qualités de l'entrepreneur, c'est de savoir s'adapter, mais en devenant entrepreneur, on apprend aussi à s'adapter. Donc c'est quelque chose, en tout cas pour ma part, qui a été complètement de pair. Plus j'ai avancé dans mon voyage entrepreneurial et plus j'ai appris aussi à m'adapter, plus j'ai appris à me remettre en question, plus j'ai appris à avoir confiance en moi et à ne pas non plus trouver grave de me tromper. Et tout ça a été finalement de pair. Et surtout que ce que j'ai réalisé dans tout ce temps que j'ai passé à côtoyer des entrepreneurs, à discuter avec eux, notamment pendant les séances de réseautage chez Genuine, réseau dont je fais partie depuis 1 an et demi, donc depuis vraiment le début de mon projet, c'est que beaucoup de personnes finalement se trompent et font des erreurs et se réorientent et s'adaptent en fonction de leur marché, en fonction des situations. Aujourd'hui, on est en train de vivre une situation tout à fait particulière et il y a énormément de gens qui ont dû s'adapter à ça et se dire « Ok, bon, ben, mon business, si je ne veux pas qu'il coule, il faut que je le fasse différemment. » Et typiquement, les commerçants qui ont commencé à adopter le click and collect, à se digitaliser, bon, ben, voilà, on est dans de l'adaptabilité. Donc il semblerait qu'on soit assez clair dans notre façon de nous exprimer ce soir. Donc en fait, comme Rebecca vous l'a dit en début de ce programme, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Julie, qui est derrière nous en soutien et qui est là pour répondre aussi à vos questions, fera le relais avec nous. Donc franchement, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment d'avoir des échanges avec vous, d'avoir une dynamique. Donc soyez acteurs aussi avec nous de cette présentation et n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais rebondir sur ce que disait Johanna, qui parlait d'embûches, de faire des erreurs et de les accepter. Effectivement, dans le monde de l'entrepreneuriat, on fait des choix tout le temps. Et évidemment, dans les décisions qu'on prend, de temps en temps, évidemment, ça ne marche pas, on se trompe, il y a erreur. Voilà. Après, dans cette situation, c'est à vous de décider de ce que vous faites de ça. C'est soit vous allez pleurer sur votre canapé toutes les larmes de votre corps parce que du coup vous avez échoué face à un obstacle, vous êtes trompé et vous vous êtes dit c'est la fin des haricots, soit vous décidez que cet échec, cette erreur n'est pas une fatalité et vous avancez. Donc il est vraiment important d'avoir conscience que dans sa vie d'entrepreneur, on peut faire des erreurs, il faut l'accepter, et je ne dis pas que c'est chose facile, évidemment, ce n'est pas le cas, et en fait se servir de ça comme une force, apprendre de ses erreurs et de recommencer. Si je prenais l'exemple d'Elon Musk, qui est un entrepreneur de génie, et je pense que vous le connaissez tous un peu, là récemment, il a lancé sa fusée avec 4 astronautes à bord, qui s'appelle SpaceX, direction l'espace. Vous croyez qu'il s'est trompé combien de fois il a crashé sa navette avant qu'elle daigne décoller et puis aller dans l'espace? Donc moi, je ne sais pas vous les filles, mais en tout cas, faire des erreurs, ça fait partie de notre apprentissage, c'est important de les accepter. Et puis, ça fait aussi partie de d'autres choses. Par exemple, on peut aussi se dire, bon, là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que ce n'est pas fait pour fonctionner, c'est des choses qui arrivent aussi. Et du coup, c'est peut-être aussi faire le deuil de ce projet, le deuil de cette idée. Mais ce n'est pas parce que vous faites le deuil de ce projet ou de cette idée que vous abandonnez. Loin de là. C'est simplement, vous dites, OK, c'est peut-être pas le bon moment, il faut que je me réajuste, il faut que je me réadapte. En tout cas, n'hésitez pas. Il faut aller faut changer de cap, il faut se réajuster, réévaluer, avancer.
se tromper, encore une fois, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Et pour ceux qui ne font jamais rien, aucune chance qu'ils se trompent. C'est vrai que ça, c'est une façon aussi que je m'approprie. J'ai une approche parfois un peu brusque, que ce soit dans ma vie professionnelle ou même personnelle d'ailleurs. Moi, quand une perche se tend, qu'une opportunité se présente, je la saisis. Et puis après, je me pose la question de si j'ai bien fait ou pas de le faire. C'était le cas avec cette aventure ce soir, d'être avec vous ce soir. J'ai pas lu la fin du mail, j'ai juste vu Genuine Woman faire un talk. Ok, on y va. Et puis ensuite, on va trouver ce qu'on dit. Et je pense que c'est vraiment une philosophie de vie de penser comme ça. Alors après, le risque qu'on prend, c'est qu'on peut se tromper et puis tomber. Mais comme dit Virginie, la courbe d'apprentissage est tellement grande. Et j'avais lu quelque part que le meilleur travail qu'on peut faire dans une vie, c'est le travail sur soi-même. Et clairement, en tant qu'entrepreneur, on passe notre temps à se tromper, à réfléchir, à analyser le pourquoi du comment. Et je pense qu'il faut aussi dédramatiser ce qu'on appelle l'échec. Moi, dans le cadre de mes activités avec Malipass F&B Solutions, j'ai monté une chaîne YouTube où j'ai commencé à interviewer, en fait, pendant la crise, des restaurateurs, plutôt des copains à la base, qui étaient à Shanghai notamment, pour qu'ils partagent avec la communauté en fait, européenne comment ils avaient vécu la crise et surtout comment s'était déroulée la reprise. Et donc, j'ai commencé à interviewer les copains et puis après, le réseau s'est tari et j'ai commencé à frapper aux portes de gens que je ne connaissais pas forcément. J'ai écrit des messages sur LinkedIn et en fait, le pire, c'est qu'on m'a répondu. Et là, j'ai réalisé que si je ne leur avais pas écrit, c'est sûr qu'ils ne m'auraient jamais répondu. Et inversement, en fait, même si on ne me répond pas, je peux me dire comment je fais la prochaine fois pour avoir une meilleure phrase d'accroche, etc. Donc ça, c'est vraiment une façon, je pense, importante, quelque chose à garder en tête. Tu as totalement raison, Rebecca, et je vais en remettre une petite couche par rapport justement à le fait de faire des erreurs. C'est que, souvenez-vous que, comme je disais tout à l'heure, le succès, c'est aussi de tomber 7 fois et de se relever à la 8e. Donc là, je pense aussi que Johanna, par rapport à ça, elle va pouvoir rebondir et développer son propre point de vue là-dessus. Oui, je crois qu'il y avait Rebecca qui voulait... Oui, en fait, j'ai eu un petit bug, pardon. C'est ça l'entrepreneuriat, on ose, on essaye, on rate, on oublie et on rattrape. Je voulais parler de cet effet domino, en fait, qui est quand on écrit à quelqu'un, peut-être que ça ne va pas se faire avec lui, mais en fait, lui va nous recommander à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et plus on fait des choses et plus on a envie d'en faire. Et la deuxième chose, on en a discuté aussi, c'est que l'aventure entrepreneuriale, c'est le voyage, en fait. Le but, c'est pas forcément de réussir, d'être milliardaire. Alors, ce serait cool, on en a parlé aussi, on a plein d'idées de quoi faire avec tout l'argent qu'on pourrait gagner. Mais vraiment, ce qui nous intéresse, c'est l'aventure humaine, personnelle, de grandir et puis d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, pardon. Non, je t'en prie. Ouais, pour moi, c'est... En fait, se tromper, c'est pas seulement dans l'aventure entrepreneuriale. Je pense qu'on peut se tromper aussi quand on est employé d'une boîte et qu'on pense que c'est bien d'être employé d'une boîte pour toute sa vie, comme moi, par exemple. Et en fait, à la fin, finalement, je crois que c'est là où je me suis trompée parce que j'ambitionnais pas d'être entrepreneur, mais au final, c'est là où je m'épanouis le plus. Je pense qu'il faut aussi écouter alors je ne sais pas trop comment l'exprimer sans que ça fasse trop mystique, mais écouter un tout petit peu le destin, le petit côté qui, quand les choses sont faites pour marcher, en fait, tout va bien et tout marche. En fait, tu parles de l'alignement des planètes. Quand c'est le bon moment, il faut y aller. C'est exactement ça. C'est l'alignement des planètes qui est là. Et en fait, je me suis rendu compte ces dernières années qu'il y avait quand même pas mal de choses qui n'avaient pas marché comme je voulais pendant ma vie d'employée, malgré ce que j'avais essayé de faire, des formations, etc. Et puis, quand je suis devenue entrepreneur, alors que franchement, c'était pas du tout fait pour bien se passer à la base, parce que je venais d'accoucher de jumelles, j'étais en train de reprendre des études de droit qui se passaient pas vraiment comme j'avais envie. J'avais un travail à 50%, donc c'était pas non plus que j'avais une situation financière qui était vraiment stable et propice à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, j'ai quand même décidé d'y aller. Et je me suis dit, OK, je me lance. Et en fait, à partir de ce moment-là, tout s'est bien passé. Et ça, c'était incroyable. Parce que j'aurais jamais imaginé que ça puisse se passer comme ça. Et les choses se sont enchaînées. Et plusieurs fois, je me suis dit, si je décroche pas ça, ou si ce truc ne marche pas, je m'arrête. Et en fait, à chaque fois, ça marchait. Et voilà. Et du coup, c'est assez incroyable. Donc, je pense qu'il faut aussi parfois écouter ce petit signe du destin qui fait qu'on se dit, tiens, là, on est sur la bonne voie. Et justement, les échecs, je pense que ça nous aide aussi à réaliser, est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce qu'on n'est pas sur la bonne voie? Est-ce que là, j'enchaîne les échecs et du coup, peut-être faudrait que je me pose des questions? Ou est-ce que, j'ai eu un échec, mais qui m'a aidé à grandir, qui m'a apporté autre chose?
parce que parfois, en fait, des échecs, ça peut nous mettre sur d'autres voies, mais qui étaient justement la voie à prendre et qu'on n'avait pas anticipé. Et voilà, donc c'est tout ça pour moi aussi, l'échec. Donc en fait, si je devais résumer ce qu'on a un peu dit là toutes les trois, et c'est un terme que dans notre préparation que tu as beaucoup utilisé, que je trouvais ultra juste, c'est qu'en fait, face aux erreurs qu'on peut commettre ou face aux échecs, il faut tout simplement dédramatiser. Et j'ai envie aussi de rebondir sur ce que tu disais sur le fait que l'entrepreneuriat à la base, c'était pas fait pour toi. Et finalement, quelque part, tu es sorti de ta zone de confort, tu t'es fait violence pour aller dans cette voie. Oui, complètement. Effectivement, je me suis vraiment fait violence. Et non, bah, ça n'a pas été un parcours effectivement toujours évident de sortir de sa zone de confort. Je suis quelqu'un justement, comme je l'ai dit déjà avant, qui n'est pas forcément une grande confiance en elle, qui ne se fit pas à l'aise à me mettre forcément en avant. Donc, mais malgré tout, regarde avec la force, c'est ça aussi l'importance du réseau, on en parlera plus tard, de s'entourer, mais on s'est portés toutes les trois mutuellement. Moi, j'ai eu cette espèce d'énergie un peu faux folle de dire « Allez les filles, on le fait, qui veut venir avec moi ?» Il y a eu plus ou moins de réticence, mais au final, on est toutes les trois là et c'est clairement, enfin, je crois que... On t'en veut beaucoup, mais... Voilà, ça, c'est on sûr. en parlera plus tard. Ouais, non, exactement. En fait, sortir de sa zone de confort, finalement, c'est un exercice, exactement comme tu dis, c'est difficile au début. Puis au final, après, on est dans le bain, on est lancé, et puis ça devient de plus en plus normal, entre guillemets. Mais disons, on devient habitué finalement à sortir de notre zone de confort et on la démystifie un petit peu en se disant, bon, c'est pas si terrible que ça, à la fin, on y a survécu. Je te rejoins totalement, Johanna, là-dessus. Sortir de sa zone de confort, se faire violence, ça fait aussi partie du quotidien de l'entrepreneur. En fait, pour ma part, et je remercie beaucoup Rebecca de m'avoir entraînée là-dedans, là, aujourd'hui, devant vous, ce soir, même si je ne vous vois pas, je suis totalement en dehors de ma zone de confort. Comme je l'ai présenté un petit peu plus tôt, je suis plutôt dans le secteur événementiel avec Get Out of the Box Event, et j'ai plutôt l'habitude d'être en backstage, dans les coulisses, à rassurer les intervenants qu'on est ce soir, à me préparer, à m'assurer que tout roule pour que l'intervenant qui arrive sur scène et plus rien d'autre à penser que sa présentation. Et ce soir, pour moi, les rôles sont totalement inversés. Je suis sous le feu des projecteurs et littéralement, chose que je n'aime pas du tout. J'ai même enregistré un podcast la semaine dernière, mais si un jour on m'avait dit ça, mais j'aurais juste rigolé. Toutes ces choses-là ne sont pas naturelles pour moi. Et là, pour le coup, j'ai saisi en fait l'opportunité que Rebecca m'a présentée au moment où elle m'a dit ça. Ma première réaction, ça a été « Non, je ne veux pas aller là, je ne connais pas, ça ne me rassure pas, oh non, pitié, s'il vous plaît, ne m'emmenez pas là-dedans. » Puis après, je me suis dit, elle a insisté un petit peu. Des fois, il faut se faire désirer. Et finalement, j'ai dit « Allez, je ne me pose pas de questions, j'ai une opportunité qui se présente, je ne sais pas où ça va m'emmener, je ne sais pas ce que ça va donner, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que je risque à sortir de ma zone de confort? Qu'est-ce que je risque à me faire violence pour y aller ?» Alors, je vous le dis tout de suite, j'emmène pas large ce soir. Soyons honnêtes. Moi, je préfère être cachée en backstage et m'assurer que tout va bien plutôt que d'être là sur scène. Mais Rebecca, merci de m'avoir embarquée là-dedans parce que, au pire, le seul risque que j'ai ce soir, c'est que l'exercice me plaise, oui, que j'apprenne justement de cet exercice et que finalement, dans mon métier, que je me dise, OK, je sais ce que l'intervenant devant ces commerciaux qui doit finalement accompagner sur les nouveaux axes commerciaux de l'année, sur les nouveaux produits, je sais de quoi il a besoin, je l'ai vécu, je peux encore mieux l'accompagner, donc en fait, j'apprends. Puis alors là, franchement, the cherry on top of the cake, ça serait que quelqu'un derrière son écran se dise « Ah, cette nana, j'ai envie de bosser avec elle. Ah, cette nana, elle a l'air d'avoir de la déco sympa, je vais la solliciter. » Donc en fait, dans tous les cas, sortir de sa zone de confort, c'est gagnant-gagnant. Allez-y, écoutez-vous, foncez, posez-vous pas trop de questions. Est-ce qu'on fait un petit tour vers Julie? Parce qu'il y a une question. Des questions. Ah, des questions. J'avais dit des milliers de questions tout à l'heure. C'était par rapport, vous avez parlé des planètes bien alignées, et par rapport à l'intuition alors. Quelle part à l'intuition dans vos décisions et comment vous faites pour décider à l'instinct? Est-ce que vous avez des exemples concrets à partager? Alors là, c'est une sacrée question, pas facile d'y répondre. Je dirais que, perso, je marche beaucoup à l'intuition. Mais en fait, l'intuition, je ne saurais pas vous donner une définition, soyons honnêtes, mais en gros, c'est se faire confiance, croire en soi, croire en son projet, à son entreprise, et
écoutez ces émotions, ces petits capteurs qu'on a dans le corps. Alors, je ne vous ferai pas de cours magistral là-dessus parce que je ne suis pas du tout calée. Mais en tout cas, c'est comme quand vous baladez. Je vais prendre un exemple personnel parce que du coup, là, au niveau entrepreneuriat, je n'ai pas d'exemple à vous donner qui me vient là. Mais je me souviens d'un séjour aux États-Unis. Avec mon conjoint, on se promène à San Francisco. Et puis, on voit dans une rue un superbe tag, magnifique. On veut s'en approcher et je ne sais pas pourquoi. On a senti un changement d'ambiance dans cette rue. On s'est juste arrêté sur le tag et on est vite ressorti parce qu'on s'est dit, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais il y a quelque chose que je ne sens pas, je fais marche arrière. Et finalement, ces sensations, écoutez votre corps, écoutez vos sensations, c'est ce qui va vous guider aussi. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, l'intuition, hein, mais en tout cas, écoutez-vous, vous allez voir finalement que c'est une de vos meilleures alliées. Tu veux... Ouais, après, je pense que l'intuition, c'est plus... On prend tous des décisions avec les cartes qu'on a en main, en fait. C'est pas vraiment... Je pense que l'intuition est un petit peu surestimée. Au fond, on prend les décisions avec ce qu'on connaît et puis ce qu'on sait faire. Donc, je pense que si on a le sentiment... On peut appeler ça de l'intuition, mais à mon avis, c'est plus... je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a aussi un côté... si on connaît le métier dont notre industrie, tu vois, toi tu t'es lancé, tu as eu l'intuition parce qu'en fait tu as ce besoin, tu es le genre de client qui pourrait utiliser ton service, donc tu as la légitimité entre guillemets de te lancer. Donc, ouais, je suis d'accord, j'essaie de réfléchir en fait, moi concrètement, qu'est-ce qui avait fait que je m'étais dit tiens, effectivement là je suis dans la bonne direction, etc. Et concrètement, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir à Balm Booking et que j'ai commencé à lancer Balm Booking en faisant des cours, en sollicitant des gens. Par exemple, j'ai été présenter Balm Booking à Genilem pour me faire coacher. Et typiquement, voilà, je ne pensais pas que ça allait marcher. Et pourtant, ils m'ont pris. Donc ça, c'était déjà un signe où je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un d'autre qui croit en le projet. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut potentiellement marcher. Et puis après, dans toutes mes démarches en fait, entrepreneuriales, souvent, à chaque fois que j'ai été frappée à une porte ou demander de l'aide ou quoi que ce soit, ça s'est toujours relativement bien passé. Après, je veux dire qu'il y a aussi eu bien sûr des échecs, mais c'est vrai que les échecs, en général, que j'ai eus, m'ont, comme je disais tout à l'heure, toujours remis sur le bon chemin, en fait. Parfois, j'allais prendre des décisions et j'étais en train de foncer dans cette voie, et puis au final, ça soldait par un échec. Je vais essayer d'être plus concrète dans ma pensée, mais j'avais une approche du marché où je voulais plutôt aller vers les prestataires de services qui n'étaient pas encore digitalisés pour les digitaliser, sachant que c'était quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'il y avait vraiment une conversion à faire auprès de ces prestataires. Et puis en fait, en rencontrant quelqu'un, il m'a dit mais non, en fait tu dois approcher les gens qui sont déjà digitalisés en me montrant comment je pouvais le faire. Et du coup j'ai dû changer complètement mon axe stratégique, mais au final cette façon de présenter, cette façon d'acquérir en fait mes premiers prestataires, en fait elle est beaucoup plus facile et logique. Et en fait de nouveau tout prenait son sens parce que c'est de nouveau quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui va aider à faire marcher mon business. Et voilà. Et en fait, quand je parle d'alignement des planètes et de choses concrètes, c'est qu'à chaque fois, j'ai pas des choses qui se mettent devant mon chemin pour arrêter l'aventure Balm Booking, mais j'ai plutôt tout le temps des portes qui s'ouvrent. Comme maintenant, aujourd'hui, d'être là. Je veux dire, c'est aussi une porte qui s'est ouverte. Et en fait, ça arrive tout le temps. Et je pense que quand on a des choses plutôt positives comme ça qui s'enchaînent, à mon avis, c'est la bonne solution. Et pour revenir à mes études de droit, pour prendre l'autre côté où justement, à un moment donné, je me suis dit, mais là, en fait, c'est pas du tout ça que je dois faire. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des années. J'ai repris mes études sur le tard et en fait, rien n'allait jamais. Je veux dire, dès que je prenais les cours, y avait quelque chose dans ma vie personnelle qui faisait que c'était compliqué. Après, j'ai dû déménager. Après, finalement, j'ai pas pu suivre des cours. Après, je suis tombée enceinte. Après, bref, il y avait jamais rien qui allait. Puis à la fin, c'est là où je me suis vraiment posé la question en me disant, mais Juliana, il y a que des trucs à chaque fois que des embûches qui arrivent et qui se suivent, et il n'y a rien qui te fait aller dans la bonne direction. Réfléchis, est-ce que c'est vraiment ça que tu dois faire? Et c'est pour ça que j'ai décidé justement à ce moment-là de switcher sur mon projet entrepreneurial à 100%. Et voilà, et du coup ça se passe bien, donc je continue. Alors, par rapport à l'adaptation, justement, quelle serait quoi la compétence principale pour vous, pour apprendre à s'adapter? Un peu tout ce qu'on a dit, en fait, c'est plus des traits de caractère qu'on essaye de vous présenter.
On n'a pas encore parlé de la capacité à transformer une embûche en opportunité, qui est plus ou moins un trait de caractère. Je pense que l'optimisme, c'est quelque chose... C'était quoi la question, répète? Quelle est la compétence? Ouais, l'optimisme, à mon sens. Ouais. D'être Toi, tu dirais quoi, optimiste. Virginie? Ouais. Je dirais, en fait, je ne sais pas quoi répondre à cette question, pour être honnête. Alors, moi, j'ai une... Tu veux que je réponde comme ça, tu réfléchis? Lance-toi. Non, pour moi, l'adaptabilité, c'est aussi beaucoup dans la compétence. C'est beaucoup dans la formation, de connaître en fait ce sur quoi on travaille. Donc, c'est vrai que moi, avant aussi de lancer Balm Booking, j'ai fait énormément de cours. Je me suis énormément formée. J'ai intégré le réseau pour aussi me former, rencontrer des gens, etc. Et pour moi, ça a été vraiment la connaissance du marché, la connaissance de la vie entrepreneuriale, pour justement pouvoir m'adapter de la meilleure des façons en ayant les meilleurs outils en main. En fait, pour moi, ça a été vraiment acquérir des outils afin de vraiment savoir dans quel monde j'allais évoluer et comment me sortir de la meilleure des façons de toutes les situations, en fait. Donc pour moi, ce serait ça. Je pense peut-être que si on continue... on peut continuer, puis on repasse aux questions réponses, après. Je pense, D'accord. par rapport à ça, justement, parce que, à mon avis, c'est un élément de réponse, mais voilà, cette idée de se faire violence et puis après de transformer les embûches en opportunités. Moi, je pense que par rapport à se faire violence, les filles ont un discours un super discours, et de l'autre côté, j'ai envie de relativiser le fait que c'est OK, parfois, de prendre le temps de faire le deuil du projet. Tu en as parlé un petit peu, Virginie. Mais voilà, si jamais quelque chose se passe pas bien, si effectivement, en fait, parfois, l'étoile, on la croyait alignée, et en fait, il y a quelque chose qui se met en travers de notre chemin, je pense que c'est important de se dire, OK, je vais faire le deuil, et puis de prendre un jour, 2 jours, une semaine off, juste pour digérer le truc. Et une fois qu'on est sorti de cette phase un peu passive, là, on peut rebondir, et là, on peut vraiment réagir. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et concrètement, si on parle un peu de ce Covid et puis du confinement, à mon sens, si on est un petit peu optimiste, c'est pour ça que je rebondis, et qu'on voit le verre à moitié plein, à mon sens, le confinement, c'est une opportunité unique. C'est une occasion servie sur un plateau d'argent, si on décide de le voir comme ça, de faire un travail de fond, d'introspection, alors en tant qu'entrepreneur, mais en tant que n'importe quel business, en fin de compte, même pour les restaurateurs, préparer l'avenir, ça se joue maintenant, finalement. Et on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais en gros, je pense que de prendre le temps de se poser les bonnes questions de qui sont mes clients, qu'est-ce que je fais, qui sont mes concurrents, et surtout de enfin mettre à bien le temps à disposition pour mener ce projet qu'on avait en tête depuis un moment. Refaire son site internet, je crois que Virginie, tu nous disais, tu as refait ton site internet, qui sort ce soir d'ailleurs, non? Oui, mais je reviendrai sur cette partie-là un petit peu plus tard. Voilà. Parce que du coup, je vais rebondir là-dessus, si tu me permets, Rebecca. Là où je te rejoins, c'est clair, c'est que le Covid, finalement, on peut le voir comme une opportunité ou comme une... Pardonnez-moi, je vais être vulgaire. Mais comme une putain d'embûche qui nous met un sacré bâton dans les roues. Mais en fait, c'est à vous de choisir quelle option vous choisissez. Enfin, moi, je suis dans l'événementiel et comme vous le savez, c'est hyper tendance à l'heure actuelle d'être dans l'événementiel, d'organiser des gens, des événements, pardon, de rassembler les gens. Vous savez qu'on peut vraiment faire ça en ce moment, ça se passe super bien. Et du coup, j'avais plusieurs choix. J'ai commencé par pleurer toutes les larmes de mon corps en me disant « Merde, je viens de lancer Get Out of the Box Event ». L'année s'annonçait mais belle, avec des super projets. J'aurais dû aller au Cap-Vert accompagner des clients, enfin plein de petites choses comme ça, découvrir de nouvelles destinations. Enfin pour moi, ça s'annonçait vraiment une belle année et pour une année de lancement, de quoi être fière. Finalement, Madame Covid a débarqué là-dedans, est venue foutre un peu le bazar dans mon projet et finalement, ça m'a fait un gros arrêt, une grosse remise en question. Et là, c'est qu'est-ce que je fais? J'abandonne l'idée d'être entrepreneur, qui est pour moi même pas envisageable. Je passe au tout digital, pourquoi pas, mais tout le monde dans l'événementiel s'est engouffré là-dedans, donc pas beaucoup d'événements et tout le monde dans le digital, trop de concurrence, c'est pas le bon marché pour moi. Ou alors, je réfléchis autrement. Je sors de ma zone de confort, je sors des sentiers battus, je pense en dehors de la boîte pour reprendre un peu littéralement le nom de mon entreprise. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Quelle opportunité se présente à moi? Comment je peux utiliser cette embûche en quelque chose de positif? Et finalement, en acceptant, en faisant le deuil que cette année, pas d'événement, ça m'a permis de faire de la place dans ma tête pour d'autres choses. Et du coup, là, j'ai 2 projets qui ont germé dans ma tête. Il y en a un qui est en cours de construction, donc je vais pas le développer ce soir parce que c'est pas le bon endroit. Mais par contre, j'en ai un autre qui a germé et qui, lui, existe déjà, et je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est que grâce à cette embûche,
j'ai Déco by Get Out of the Box qui est né. Donc, j'ai pris cette décision de transformer vraiment cette embûche en opportunité. Très bien, je vais parler de la mienne alors d'embûche. Non, mais alors, moi, c'était 2 petites embûches qui sont devenues une grosse embûche. Non, mais voilà, je vais revenir là-dessus parce que c'est en fait la naissance de mes enfants et surtout le moment où j'ai appris en fait que j'allais avoir des jumeaux. Donc une double embûche en fait. C'était une double embûche exactement. Et en fait, c'était pas forcément. Alors, je me réjouissais d'avoir des enfants, mais je m'attendais pas à en avoir 2 d'un coup. Et du coup, ça m'a un peu bouleversée. Ça a été une nouvelle qui a été assez difficile pour moi à accepter en fait au début. Ça m'a beaucoup stressée. Et en fait, bizarrement, c'est le fait d'avoir mes 2 enfants et d'être complètement submergée au niveau organisationnel qui a fait que finalement, l'idée de Balm Booking a germé de plus en plus dans ma tête, qui a fait que, comme je voulais aussi m'occuper de mes enfants en accord aussi avec mon compagnon, de dire, bon, écoute, tu essayes de prendre un petit peu du recul par rapport à ton job à 50%, qui était un job alimentaire, donc voilà, sur lequel j'avais pas forcément envie de rester. Et puis, en gros, je me suis retrouvée au chômage, mais au final, c'était la super opportunité pour pouvoir développer Balm Booking, pour pouvoir me dire, OK, maintenant je réfléchis à ça. Et c'est vrai qu'en plus, on a de la chance parce qu'à Genève, quand on est au chômage et qu'on a envie de se lancer en tant qu'indépendant, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour nous aider à le faire. Et ça, je pense que c'est aussi vraiment une chance et je pense qu'il faut quand même que ce soit soulevé. Et effectivement, au début, on peut se dire, mince, je suis au chômage, j'ai des jumeaux, c'est la galère, je ne sais pas ce que je vais faire. Puis au final, non, je me suis dit, ouais, je suis au chômage, j'ai des jumeaux, et puis en fait, je vais développer un projet. Et ce temps-là que j'avais, j'ai pu le mettre à contribution pour ça. Et ça a été ma vraie opportunité, en fait. Et de transformer cette embûche en opportunité. Ça, c'est un petit mème qu'on s'est envoyé en préparant un petit peu tout ça. C'est vrai qu'il faut faire attention à de qui on s'entoure quand on est entrepreneur. Et il faut bien faire attention que les gens qui nous disent que c'est pas possible, faut leur montrer, il faut le faire 2 fois et puis il faut prendre des photos. Donc je crois que c'est le moment. Excusez-nous, 2 minutes en fait, on a un petit truc à faire. Ah, je dois pas mettre ça. Voilà, on l'a fait. On a pris des photos. C'est bon. On peut redevenir sérieux. On peut redevenir On a transformé l'embûche en opportunité. Non, c'est vrai qu'il faut toujours se méfier aussi des gens qui vont vous décourager et vous dire que ça marchera jamais et que vous ne devez pas vous lancer là-dedans, que tout ce qu'il y a en tant que raison, que c'est de la folie de se lancer dans l'entrepreneuriat, que c'est instable, etc. etc. Moi, pour ma part, l'entrepreneuriat, ça m'a révélé. J'ai jamais été, je crois, plus heureuse qu'aujourd'hui. J'ai jamais eu plus confiance en moi. Ma vie ne s'est jamais mieux passée. Et honnêtement, comme pour toutes les raisons pour lesquelles j'ai expliqué avant, c'était pas parti pour, quoi. Est-ce qu'on a des petites questions, Julie ? Alors, dans les moments de doute, justement, c'est quoi vos ressources ou les outils que vous utilisez pour vous rebooster ? Alors moi, j'ai une petite technique que j'ai développée. J'en parle dans le podcast qu'on a enregistré pour Instant Cactus. C'est toujours ma vision de voir le verre à moitié plein, etc. C'est de célébrer les victoires, au même titre qu'on pleure les échecs, de vraiment prendre le temps de célébrer. Donc là, en arrivant ce soir, par exemple, avant même qu'on ait commencé, avant même qu'on ait réussi ou raté cet exercice, j'ai pris la photo et j'ai pris 5 secondes avec moi-même, en mode « meuf, tu l'as fait, quoi, c'est cool ». Et peu importe ce qui se passe, il faut vraiment savourer ça. Et moi, dans mon métier, je rencontre parfois 10 personnes et je vais travailler potentiellement avec une seule et peut-être dans 6 mois. Et donc, si je me raccroche que aux contrats signés et puis aux missions, c'est extrêmement difficile de rester motivée. Et donc, voilà, moi, j'ai 2 moyens. Le premier, c'est de célébrer chaque petite victoire et de transformer aussi ma vision de la vie et du quotidien entrepreneurial et même dans la vie personnelle, en fin de compte, on s'en rend compte, de célébrer chaque événement comme une victoire, c'est hyper rewarding en fait personnellement, et d'un autre côté de garder en tête pourquoi on fait les choses, un peu le why, et c'est là où je reviens sur ma vision qui est mon espèce de petit rêve un peu peut-être naïf, mais de redorer le blason des métiers de la restauration, de l'hôtellerie, et donc de se rattacher un peu à des vocations, à des missions, à des trucs qui nous touchent vraiment profondément. Et on en parlait la dernière fois, mais quand on fait quelque chose qui nous passionne, on n'a pas l'impression de travailler vraiment. Ouais, je suis assez d'accord.
Je suis un peu comme toi, en fait, dans les phases de doute, parce qu'on en a tous et c'est normal, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Et comme tu le dis si justement, ça fait aussi partie de la vie personnelle, parce que si la vie était un long fleuve tranquille, ça se saurait, puis on s'ennuierait un petit peu, soyons honnêtes. Et ben, en phase de doute, je respire un bon coup. Non, je disais non, moi ça va. Je respire un bon coup et je me dis, ok, pourquoi je suis là? Je refais un peu le point, je me recentre un peu sur moi-même et pourquoi je suis là? Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Finalement, après, je me souviens que avant d'être chef de projet événementiel pour Get Out of the Box Event, c'est un métier que j'ai déjà pratiqué par le passé en entreprise. Et je trouvais qu'en fait, ce métier, pour moi, il était très gratifiant parce que de voir le plaisir de mes clients, la satisfaction que l'événement s'est passé, mais mieux que ce qu'ils imaginaient, c'est vraiment ma plus grande satisfaction. Donc, en fait, je fais un petit flashback et je me remémore, en fait, ok, je sais ce que je fais, je suis bonne dans ce que je fais, fais-toi confiance, c'est qu'une phase passagère, c'est juste un doute, et peut-être qu'il faut que tu fasses un réajustement pour te sentir confortable avec cette situation. Ouais, alors moi, ouais, tout à fait, mais moi, du coup, je fais un petit peu différemment, je suis assez d'accord avec toi. Mais du coup, moi, je me tourne vers mon entourage, en fait. Ouais, voilà. Et c'est vrai que typiquement, le réseau de Genuine, c'est quelque chose qui m'aide énormément dans les moments de doute. Parce que, voilà, comme on l'a dit, le réseau de Genuine, c'est quand même 250 membres à Genève. Et puis, forcément, il y a des relations qui se créent, des choses dans lesquelles, enfin voilà, on a des petites affinités avec des gens par la force des choses. C'est un qui peu les deviennent- collègues avec voilà. Exactement, en fait, finalement, ça devient vos collègues de travail, parce que souvent on dit le monde de l'entrepreneuriat, le chemin de l'entrepreneur, c'est un chemin qui est assez seul. Quand on n'a pas, comme moi, j'ai pas de cofondateur ou des choses comme ça, mais en vérité, on n'est jamais seul, parce qu'on est tout le temps entre nous, entre genuine. Quand on a des doutes, on s'appelle, on se dit, écoute, moi j'aimerais bien faire ça, mais je suis pas vraiment sûre. Qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, et du coup, on peut se faire des petits brainstorming pendant les réseaux, les soirées où on réseaute ou comme ça. Sinon, il y a ma famille. Moi, je demande aussi beaucoup de conseils à mon compagnon. Je lui parle de mes problématiques. Et voilà, donc c'est vrai qu'en période de doute, moi, je vais plutôt m'adresser aux gens et je vais leur demander, en fait, ce qu'ils en pensent. Ouais, je te rejoins assez là-dessus aussi, c'est quelque chose que je fais aussi. En fait, il y a des fois, j'aime mieux me renfermer sur moi-même et rester seule face à moi-même. Et après, il y a d'autres situations où j'ai plutôt discuté avec mon conjoint qui est entrepreneur aussi, donc autant de vous dire qu'on se comprend dans nos galères. Et le fait d'échanger avec quelqu'un, que ce soit votre moitié ou quelqu'un d'extérieur, vos potes, les membres d'un réseau auquel vous avez adhéré, d'autres entrepreneurs, enfin d'autres professionnels de votre secteur, ça vous permet aussi de réfléchir autrement et d'avoir un point de vue différent qui peut peut-être vous faire avancer. Julie, est-ce qu'il y a une autre question? Je vais revenir sur la douloureuse question ou le thème des échecs. En fait, vous savez, est-ce qu'il y a une limite dans le nombre d'échecs que vous autorisez, ou est-ce qu'il y a un moment, est-ce que vous continuez alors que vous savez que ça ne va pas forcément aboutir à quelque chose de positif? Alors, j'ai envie de dire que si tu sens que t'entêter ne va pas fonctionner, c'est que là, tu es encore en train de commettre une erreur. Enfin, c'est mon point de vue, mais si tu te dis, je m'entête, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de m'entêter? Je le sens pas tout à fait. Donc, ça veut dire que tu as quelque chose à corriger, et dans ce cas-là, arrête tout, corrige, réajuste, recommence, mais t'entête pas dans cette direction-là, parce que du coup, c'est sûr que c'est l'échec assuré, et qu'à la longue, en fait, tu vas te démoraliser, et ça va être de plus en plus dur de repartir. Donc, très honnêtement, si tu le sens pas, si tu as un doute, il y a un moment, il faut arrêter les frais, quoi. Il faut aussi en parler, comme tu disais, tu as été voir Genilem. On parlera peut-être un peu après des institutions de la ville de Genève qui sont là pour aider les entrepreneurs. Moi, je pense notamment à la Fondetech, qui m'a beaucoup aidée. Typiquement, de voir des gens qui sont soit dans le métier depuis longtemps, soit dans le milieu, et puis de leur pitcher ton projet, en fait. Et si tu as une personne qui te dit « ouais, bof, j'y crois pas trop », c'est une chose. Si tu as 10, 15, 20 personnes qui te disent ça, je pense qu'il faut se remettre un peu en question. Et c'est pas parce que ce projet entrepreneurial-là va pas fonctionner que c'en est fini de l'entrepreneuriat pour toi de manière générale. Tu pourras trouver autre chose pour rebondir, mais effectivement, il faut pas s'entêter non plus. Et comme tu dis, il faut juste s'écouter. Ouais, puis après, dans l'échec, il y a aussi une évaluation du risque. Parce qu'en fait, comme je disais, pour moi aussi, c'est super important de se former avant pour aussi évaluer les risques et comprendre où on va pour aussi essayer au maximum d'éviter les erreurs. Alors, je pense que si les erreurs sont dues à un manque de préparation, du coup, on sait ce qu'il reste à faire, c'est qu'il faut mieux se préparer pour justement plus faire d'erreurs. En revanche, si c'est vraiment tout le temps
il y a tout le temps des obstacles qui viennent face aux projets qui n'ont rien à voir avec la préparation, mais c'est plutôt tout le temps, je dirais, la poisse. En fait, quand on sent qu'il y a la poisse tout le temps, à un moment donné, c'est ça aussi l'alignement des planètes peut-être. C'est quand on voit que vraiment, c'est la poisse. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je pense qu'à un moment donné, on peut aussi commencer à se poser des questions. Puis c'est typiquement ce que je disais avec le droit. C'était la poisse tout le temps. Mais peut-être que ça peut faire le lien avec la préparation justement dont tu parlais. Je pense que justement, voilà, quand il y a des échecs et qu'on ne sait pas comment rebondir, il faut prendre le temps de réfléchir. Nous, on a pas mal préparé un peu la discussion de ce soir aussi, c'est hyper important pour nous. Ça donne de la confiance aussi, on a moins peur quand on est préparé, et ça, c'est dans le cadre de tous les projets. Et c'est pour ça que, si je peux un peu extrapoler à mon industrie, les restaurateurs, les hôteliers, je pense qu'il faut vraiment bien préparer l'avenir, parce que la reprise va arriver. Personne ne sait quand, mais en fait, peu importe quand. Et l'important, c'est juste de prendre ce temps à disposition pour... Encore une fois, se poser les bonnes questions, faire le travail de fond. Est-ce que mon menu, c'est le bon menu? Est-ce que mon pricing, c'est le bon pricing? Ma profitabilité, si vous voulez de l'aide, BevSite, n'hésitez pas à me contacter avec plaisir. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment prendre le temps. Voilà. Est-ce que sur les réseaux sociaux, quand on me cherche, on me trouve? Et est-ce que c'est la bonne image que je veux communiquer de moi? Donc toutes ces choses-là, à mon avis, c'est vraiment hyper important de se préparer et de voilà. Oui, tout à fait. Préparer l'avenir, ça ne veut pas dire préparer votre retraite. Parce que du coup, vos parents, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai toujours entendu mes parents dire « il faut préparer ta retraite le plus tôt possible ». Mais l'avenir, il n'est pas forcément si lointain. Parce que pour notre part, je pense que la retraite, c'est vraiment pas pour tout de suite. Et par contre, tu peux préparer ton avenir, mais ton avenir, ça peut être demain, après-demain, du court terme, du moyen terme, pas forcément du long terme. Tu parlais du temps qui est à ta dispo, qui n'était pas prévu au départ comme ça dans ton agenda, dans tes plans. Et effectivement, moi j'ai saisi cette opportunité de ce confinement qui bloque un peu tous mes projets événementiels pour me dire, bah écoute, c'est en fait l'occasion de faire autre chose. C'est l'occasion de travailler sur les choses que je n'avais pas faites au départ et que finalement je m'étais dit que j'allais pas le faire. Donc en fait, comme tu l'as si justement mentionné tout à l'heure, en fait j'ai profité de ce temps imparti pour créer mon site internet, pour le mettre en ligne. Donc, il est officiellement en ligne ce soir. J'ai saisi cette opportunité d'être devant vous ce soir pour faire en sorte que la deadline de mise en ligne soit ce soir. Donc, getoutofthebox-event.com est en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et... oui. C'est aussi là qu'on verra la différence entre les entrepreneurs qui ont fait ce boulot que tu es en train de faire, qu'on est tous en train de faire, ce travail de fond, et ceux qui, en fait, ont profité de ce temps-là pour juste déprimer. Enfin, c'est pas qu'ils en ont profité, mais malheureusement, c'est vrai que c'est extrêmement tentant de faire l'autruche et puis de rien faire et d'attendre que ça passe. Et malheureusement, le haut de gamme va toujours s'en sortir parce que c'est le haut de gamme et qu'ils ont du budget, etc. Et le bas de gamme, c'est pas cher, donc ça va continuer. Et c'est tous les gens qui sont au milieu, que ce soit des restos, n'importe quel business, c'est là en fait la difficulté. Et du coup, il faut faire hyper attention à ça. Ouais. Puis comme si tu l'as si justement mentionné tout à l'heure, c'est que la préparation, c'est aussi, enfin, en tout cas pour ma part dans l'événementiel, on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir, mais comme la restauration, c'est des secteurs qui vont repartir parce qu'on a besoin de liens, on a besoin de contacts humains. Mais du coup, ce n'est pas pour autant qu'il faut disparaître de la planète pendant ce temps de latence. Donc, mon site internet est un moyen de gagner en visibilité. Et puis, comme il paraît qu'on n'est pas des professionnels tant qu'on n'a pas de site internet, maintenant, c'est chose faite. C'est gagner en visibilité, c'est aussi gagner en légitimité, mais surtout ne perdez pas le contact avec vos clients, continuez à prospecter. Ça ne paiera pas tout de suite, ça c'est sûr, parce que c'est la situation qui fait ça. Mais quand le business repartira, en tout cas pour l'événementiel, parce que là je prêche vraiment pour ma paroisse, eh ben, les gens se souviendront de moi et du coup me contacteront peut-être. Ouais. Moi, effectivement, c'est un peu différent parce qu'on a aussi des business un petit peu différents, du coup... j'ai pas forcément la même approche, mais c'est vrai qu'effectivement pendant cette période de confinement, on en a profité pour se préparer. Comme j'ai dit, moi ça m'a moins impacté parce que dans tous les cas, tout ce que je faisais, comme je suis dans le digital, pouvait se faire à distance et comme on était dans la préparation de Balm Booking, on a tout fait à distance avec le développeur, la designeuse, la communication, community manager, etc. Et du coup, ça s'est plutôt pas trop mal passé parce qu'ils ont tous réussi à me dégager du temps. Donc, comme j'ai dit, de nouveau, l'alignement des planètes, du coup, les gens sont dispo. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Mais en revanche, pour moi, préparer l'avenir dans mon domaine, c'est vraiment...
voilà, aujourd'hui on est dans une situation de transformation, il faut que j'écoute le marché, il faut que je regarde comment ça se passe, il faut que je me prépare parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se digitaliser. Donc moi je vais surfer sur la vague, si je peux m'exprimer ainsi, et donc vraiment dire, bah voilà, je vais m'adapter à tout ce qui est en train de se passer maintenant. Et puis ce que je fais aussi dans mon boulot, c'est que je regarde ce qui se passe ailleurs. Donc il y a aussi en ce moment une possibilité de pouvoir aller regarder au-delà des frontières. Aux États-Unis, ils sont déjà très calés dans le digital sur ce genre de réservation en ligne. Aussi en Asie, enfin voilà. Et nous, finalement, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'on l'a pas encore. En fait, ça reste encore une question. Enfin bon, voilà. Ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. Et puis voilà, pour moi, c'était surtout essayer d'anticiper la suite, ce qui va se passer après tout ça, et de nouveau les compétences, la formation, pour moi quelque chose de très important. Et justement, on voulait rebondir sur ce concept de la formation. Et puis, pourquoi est-ce qu'on trouve que la formation, c'est super important? Tu veux y aller, Rebecca? Ouais, je pense que la formation, déjà, c'est un processus continu et c'est hyper agréable quand on grandit et puis quand on sait qu'on construit son propre business, d'investir dans des formations pour nous faire progresser, c'est valorisant aussi. Et puis, c'est une façon, moi, je trouve, de devenir très professionnel. Je trouve que quand tu te formes et quand j'ai payé ma première formation avec mes petits deniers, je vous assure que ça m'a fait vraiment réaliser que c'était sérieux tout ça. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et puis, en plus, on a énormément de ressources à disposition aujourd'hui, on est en 2020, on peut trouver énormément de choses gratuitement, il y a des bouquins, il y a des tutoriaux, je crois que ça c'est quelque chose que tu utilises aussi beaucoup, des podcasts, et en fait le fait de se former c'est une façon de préparer l'avenir, de gagner en compétences, et quoi qu'il en soit, on aura des profils différents, même si voilà, l'aventure Malipa FNB Solutions s'arrête dans 5 ans, j'allais dire 5 mois, mais si 5 ans, très bien aussi. En fait, mon profil, ce ne sera pas le même que quand j'ai commencé. Et donc, forcément, je serais peut-être plus désirable pour une entreprise et j'aurais rencontré tellement de gens et développé d'autres compétences. Du coup, ça pourrait être... c'est toujours important de se former, de toute façon. Ouais, non, pour moi, la formation, c'est vrai que ça a été vraiment quelque chose de clé pendant ces derniers mois pour faire émerger Balm Booking. Et je me suis énormément... documenté dans des canaux très différents en fait. C'est vrai que j'ai découvert les podcasts, il y en a énormément qu'on peut écouter tranquillement quand on fait de la route ou quand on fait n'importe quoi, et avec des expériences d'entrepreneurs qui nous donnent plein de clés, plein d'outils, qui nous partagent aussi justement leurs échecs, leurs victoires, etc., etc. Et c'est super intéressant, je trouve, d'avoir ces feedbacks de gens qui aujourd'hui dirigent des entreprises qui valent des millions, et qui ont commencé un peu comme nous, en se disant bon qu'est-ce que je vais faire, tiens ça a l'air intéressant, et puis petit à petit en fait au bout de 10 ans ou 3 ans, ou ça dépend en fait un peu du business, ils arrivent à des entreprises qui sont quand même très importantes. Donc ça c'est aussi super d'avoir ce genre de feedback. Après moi j'ai donné mon dossier pour pouvoir participer aux cours InnoSuisse, qui sont des cours gratuits, qui sont sponsorisés par la Confédération. Il y a plusieurs types de cours qui sont extrêmement intéressants. Ils sont donnés en ligne, ils sont donnés en présentiel. Ils vous donnent de la visibilité, ils permettent d'accroître le réseau, et ça, c'est vraiment super intéressant et important. Et du coup, moi, j'ai fait 2 cours avec eux qui étaient vraiment incroyables et qui m'ont énormément appris. Après, en termes de tutoriaux sur Internet, on a découvert avec un autre ami entrepreneur un site qui s'appelle Coup d'État. Et en fait, Coup d'État, c'est un site français qui apprend à entreprendre. Et il donne plein de tips sur comment apprendre à entreprendre. C'est ultra intéressant. Ça donne vraiment beaucoup de clés. C'est facile à regarder. Ils ont voulu monter ça comme un peu des épisodes d'une série sur Netflix. Donc, c'est en plus un bon moment qu'on passe. Et tout ça, c'est gratuit. J'ai jamais eu à payer. Donc, souvent, on se dit, tiens, la formation, ça coûte cher. Mais en vérité, non, on peut vraiment, si on cherche. Et quand on fait partie des réseaux et quand on commence à aller un petit peu dans le monde des entrepreneurs, tous ces tips, on les a parce qu'on les échange entre nous, on en discute. Quand on fait les cours, on nous donne énormément d'outils. Par exemple, moi, je ne connaissais pas les CRM, qui est un truc qui a révolutionné ma vie. Et ça, je l'ai découvert lors d'un cours InnoSuisse. Et voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important, je pense, pour rester vraiment dans le game, comme on dit. Oui, effectivement, quand vous me le dites si bien, se former, c'est important parce que du coup, vous développez vos compétences, vous apprenez, ça vous permet aussi de vous adapter parce que finalement, comme tu le disais aussi, Johanna, plus tôt dans cette conversation, c'est que à force de développer ces compétences, on apprend et en plus, ça facilite notre capacité d'adaptation, ça l'enrichit, ça la nourrit et aussi, effectivement,
il y a plein de tutos, de façons de se former gratuitement, mais intégrer des réseaux comme Genuine, typiquement, c'est aussi une source d'information, de formation. Il y a des workshops, il y a des tutos, il y a des événements à thème, il y a des permanences, il y a pas mal d'outils qui sont mis en place. Et je suppose que dans d'autres réseaux, c'est aussi le cas. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il y a se former, mais il y a aussi s'inspirer. Et s'inspirer, pour ma part, c'est s'inspirer d'autres entrepreneurs ou d'aventuriers. Donc, je vous ai déjà cité Elon Musk tout à l'heure. Mais Elon Musk, c'est vraiment, c'est le mec, il a créé PayPal, il a Tesla, il a SpaceX, sans parler de toutes les autres sociétés qu'il a. Donc c'est un touche-à-tout et qui croit en lui et qui croit en ses projets. Donc c'est hyper enrichissant de suivre son parcours, même si le gars, il est totalement imbuvable et que c'est hyper dur de bosser avec lui. Mais en tout cas, vous apprenez vachement en lisant ce genre de bouquins. Vous avez Phil Knight. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais si je vous dis Nike, là, ça devrait vous parler. Si vous ne connaissez pas Nike, il serait temps de sortir de votre canapé. Là, c'est franchement un profil complètement différent d'un Elon Musk, ou d'un Steve Jobs. C'est un monsieur tout le monde. C'est le mec, il a fait des études de compta et puis finalement, il est à la tête de Nike, quoi. C'est une multinationale qui est implantée partout dans le monde. Et vous allez voir, si vous aimez lire L'Art de la Victoire, c'est vraiment tout son parcours, de la naissance de son entreprise à la victoire, à la finalité que vous connaissez aujourd'hui. Et puis après, pour ma part, sur la partie aventurier, si je vous dis Solar Impulse, normalement, ça devrait vous parler un petit peu. C'est quand même une des fiertés suisses. C'est là, pareil, vous avez 2 points de vue sur comment mener à bien un projet. Et encore une fois, le point commun, en tout cas entre ces 3 hommes, ces 4 hommes, vu qu'ils sont 2 pour Solar Impulse, c'est « je crois en mon projet, j'y vais ». Et je trouve que c'est super inspirant. Et puis comme le thème de ce soir, c'est l'adaptation, ou l'adaptation, je pense que Mike Horn, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent aussi, c'est le roi là-dessus, c'est un caméléon le mec. Quelle est cette idée complètement saugrenue de vouloir traverser l'Antarctique de nuit, en plein hiver et tout seul. Sa capacité à s'adapter à son environnement, et ça peut se transposer dans la vie de l'entrepreneur, c'est ce qui fait qu'il est encore en vie aujourd'hui. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Et c'est en fait ce que vous faites de cette aventure qui va en faire une réussite ou un échec. Et effectivement, si vous décidément, je n'y arrive pas avec ce mot ce soir. Si vous n'arrivez pas à évoluer, à vous adapter, votre entreprise, elle ne peut pas. Et au bout d'un moment, malheureusement, c'est la mort de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous former et aller chercher de l'inspiration chez les autres. Et ça peut aussi être de l'inspiration avec votre entourage. Ça peut être l'inspiration par rapport à des réseaux. On parlait de Genuine tout à l'heure. Genuine, c'est finalement des personnes qui sont à votre portée, qui sont à votre niveau. Parce qu'on ne peut pas forcément rencontrer Bill Gates au coin du café comme ça et échanger, avoir ces types d'entrepreneurs. Mais en intégrant des réseaux, c'est une manière de s'entourer de gens qui vivent la même chose que vous. Être entrepreneur d'une toute petite entreprise ou d'être un indépendant, ça ne veut pas dire être seul. C'est hyper important de vous entourer de gens qui comprennent votre langage, mais de votre entourage. Votre plus gros soutien, finalement, c'est vos proches. Ils ne vont pas forcément avoir le bon mot, ils ne vont pas forcément comprendre ce que vous vivez, mais ils vous aiment, ils croient en vous, ils ont confiance. N'oubliez pas de faire le tri dans ceux qui sont toxiques pour vous. Ceux-là, il ne faut pas les garder près de vous. Et l'autre chose qui est hyper important dans le fait de s'entourer, c'est aussi apprendre à déléguer. Ce n'est pas parce que vous êtes tout seul à la tête de votre entreprise que vous devez tout faire. Pour ma part, pour mon site internet, honnêtement, soyons honnêtes, je ne sais pas coder. Et je ne sais toujours pas coder. Je pourrais faire une formation. Mais déléguer cette tâche à quelqu'un qui sait le faire, c'est pour moi avoir un gage de qualité. Donc il faut aussi bien choisir votre partenaire. Mais c'est aussi un gage de qualité et de succès et d'avoir ce que je veux à la fin. Mais surtout, c'est que l'argent que j'investis, que je donne à cet autre indépendant, cet autre entrepreneur pour faire ce taf, c'est finalement du temps que moi je gagne pour me concentrer sur une autre tâche, sur autre chose. Les filles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à Mike Horn. Je pense que lui, le voyage qu'il entreprend dans la nuit, traverser l'Antarctique, moi, parfois, j'ai l'impression aussi, quand je vois des restaurateurs qui m'envoient bouler violemment, qui sont là, non, mais moi, je sais très bien faire mon métier, qu'est-ce que tu vas m'apprendre, laisse-moi tranquille. Parfois, je me dis, mais pourquoi je décide de faire ça ? Et voilà, je pense qu'il y a des gens qui, dans la vingtaine, vont faire le tour du monde en sac à dos et puis ils vont traverser l'Amérique du Sud. En fait, moi, je décide de monter Malipa FNB Solutions pendant le Covid. Et je vous rassure que c'est un voyage aussi passionnant que de découvrir un peu d'autres
contrées. Et par ailleurs, pour revenir à la gratuité, donc on a parlé de bouquins, de podcasts, etc. Je pense que le fait d'investir quand on est entrepreneur, c'est hyper important aussi. Comme tu dis, vaut mieux se donner toutes les cartes, il vaut mieux se donner les moyens de réussir à avoir un site internet à la hauteur de nos espérances en fait. Est-ce qu'il vaut mieux bricoler un truc un peu bidon parce qu'en fait tu n'as que 500 balles à mettre dedans, ou alors tu te tapes un gros coup, et c'est là où de se tourner vers par exemple la Fondetech qui fait des prêts pour les entrepreneurs. Si vous avez un plan hyper ficelé de pourquoi vous allez utiliser l'argent, ils vous le prêtent. Alors évidemment il faut le rembourser et puis il y a des intérêts, mais voilà, moi je pense que j'aurais pas l'envie, on parlait tout à l'heure de quand est-ce qu'on arrête de porter un peu sa croix et puis quand est-ce qu'on décide que c'est fini. Je pense que voilà, le jour où j'aurai plus un plan de me dire « Ah mais si je faisais ça, ça pourrait marcher, etc. » Là je me dirais j'ai épuisé toutes mes cartes, j'ai fait de mon mieux, j'ai tout donné, maintenant je peux prendre mes affaires et puis passer à autre chose. Oui, complètement. Est-ce qu'on refait un petit tour vers Julie et des questions? Ouais. Une question qu'on entend assez souvent par rapport aux entrepreneuses ou entrepreneurs, c'est pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Ça vous angoisse ou pas? Moi, je vais parler en première parce que je suis célibataire et vous deux, vous êtes en couple. Et ça, je pense que ça change pas mal la donne. Oui, c'est vrai. Alors, comment on fait? En fait, il y a deux aspects. Je pense que option 1, on décide que c'est ingérable. Et ça, mon père me l'a dit. Mon père est entrepreneur. Et il m'a dit au début, quand je commençais à être un peu stressée de putain, j'ai plus de clients, comment je vais faire à la fin du mois et tout, il m'a dit si t'es pas OK avec l'idée qu'il y aura des irrégularités dans les mois, arrête tout de suite. Ça, c'est à mon sens un deal breaker, passe à autre chose. Retourne dans une entreprise. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Il faut accepter qu'il y aura des hauts et des bas. Je pense qu'il faut essayer de faire des économies. Alors, je vous rassure, c'est absolument pas mon cas. J'en suis incapable. J'avoue que j'ai la chance d'avoir un système de soutien où, au pire du pire, je ne vais pas me retrouver à la rue pour l'instant. Mais c'est sûr que la pression de se dire que j'ai besoin de payer mon loyer à la fin du mois, de payer mes factures, c'est ma seule rentrée d'argent, c'est aussi un choix que j'ai fait. J'aurais pu garder un boulot alimentaire à 50% et me consacrer justement à Malipa FNB Solutions sur le côté, attendre d'avoir suffisamment de clients pour pouvoir démissionner. En fait, j'ai pas décidé de faire ça, bon déjà parce que la vie en a décidé autrement, mais surtout parce que je pense que voilà, dans la dynamique d'investir et de se donner les moyens de réussir, si tu n'y passes pas tout ton temps, tu ne pourras pas avoir 100% de résultats. Voilà. Ouais. Non, alors je suis d'accord et pas d'accord. T'es maman de 2 enfants, donc aussi la dynamique elle est différente. Moi, c'est plus facile de manœuvrer un petit canoë tout seul qu'un gros paquebot avec un. Enfin, je te compare pas ta famille à un paquebot, mais c'est beaucoup plus compliqué quand il y a des. Non, alors mais je pensais même pas à ça en fait, mais je voulais juste faire référence à certaines de nos collègues genuines qui en fait ont gardé aussi un emploi à côté. Et ça, c'est aussi un choix qu'on peut faire parce que, j'avais envie de nouveau. Parler de l'évaluation du risque au final. Parce que c'est vrai qu'il y a la mise en place du business qui peut prendre un petit peu de temps et qui du coup ne rapporte pas d'argent. Donc potentiellement, pourquoi ne pas garder un emploi un peu alimentaire ou son emploi, disons, qu'on a avant de le quitter. Et on entendait encore des personnes nous en parler, nous dire, moi j'ai attendu un petit peu avant de quitter mon emploi, j'ai fait à côté, en parallèle, j'ai construit ma boîte. Et à partir du moment où elle a commencé à me ramener en fait des revenus, j'ai commencé à générer des revenus avec ma boîte qui étaient suffisants pour pouvoir me faire vivre et de nouveau préparer l'avenir, faire un business plan, regarder comment est-ce qu'on va, quelles sont nos charges, avec les revenus, quels sont les projets qu'on a, combien ça peut nous rapporter, etc. Tout ça, c'est de l'organisation entrepreneuriale. Et je pense que du coup, en fait, personne finalement ne se retrouve vraiment à se dire mince, qu'est-ce que je fais demain? Il me manque 500 balles. Ou alors si vraiment c'est le cas... Si, moi il y a des fois, oui, mais il y a des fois, mais j'accepte de vivre avec ça. Et c'est là où je parle. Oui, mais comme tu disais, tu avais un soutien quand même. Ouais, au pire du pire. Voilà, mais exactement. De pas, donc ça minimise mais un je dis petit peu voilà, le risque, exactement. Mais je dis dans le cas où tu n'as pas ce soutien-là et que du coup tu te dis, j'ai pas, tu vois. Mais parce que toi, finalement, ça fait partie de ton business plan au final. Oui, exactement. Et puis ça te met un coup de pied aux fesses aussi. Quand tu vois que tu es le 15 et puis que en fait tu n'as pas de client, vas-y, bouge-toi et puis. On va prospecter, ramène du pognon à la maison. Ouais. Exactement. Pour ma part. On est 2 entrepreneurs, nous, donc en couple, mais 2 entrepreneurs qui se sont lancés en même temps. Aucun de nous deux se verse vraiment de salaire à l'heure actuelle. Donc, un peu, quelque part, la peur de « Oh mon Dieu, je vais bouffer des pâtes pendant 6 mois », elle revient régulièrement. Mais à la différence peut-être de certains, c'est que nous, on a anticipé. Déjà, l'anticipation, moi, ça fait beaucoup partie de mon métier de chef de projet événementiel. Je dois anticiper à peu près toutes les situations, évidemment. Il y en a toujours une que je rate, c'est ainsi va la vie. Mais comme je savais que je voulais me lancer en tant qu'entrepreneur, j'ai aussi pris le temps
de faire des économies, de faire l'écureuil, de faire ma réserve et de ne pas aller faire la fiesta tout l'été et griller tout mon argent. Et voilà, 2020, c'était vraiment le lancement de Get Out of the Box Event. Et bien, évidemment, j'ai anticipé un tas de choses, mais pas cette épidémie qui m'a stoppé net dans mon business, qui m'a stoppé dans mes plans. Et du coup, j'avais fait des économies en me disant, au cas où ce ne soit pas le succès que j'escompte, bah, au moins je peux vivre un peu sur mes économies. Et puis si la situation doit durer, et ben, comme le dit si bien Johanna, bah, j'ai envisagé de me dire, ok, je vais me prendre un job à côté, même si c'est un job alimentaire. Après, c'est pas forcément obligé d'être un job alimentaire, ça peut être un truc qui vous intéresse, qui développe d'autres compétences qui pourraient être utiles plus tard pour votre business. Mais voilà, on est 2 entrepreneurs, on a des économies, c'est ce qui nous sauve aujourd'hui et ce qui nous permet de nous concentrer sur nos boîtes respectives et développer ces business. Mais finalement, c'est à vous de voir avec quoi vous vous sentez confortable. Quelle est votre limite? Est-ce que vous avez besoin de 500 balles par mois ou est-ce que vous avez besoin de 15 000 pour vivre? Et en fonction de cette jauge aussi, vos décisions vont s'adapter par rapport à ça. Et est-ce que vous avez le soutien de votre famille, de votre conjoint ou pas? Et tout ça, en fait, c'est toutes des questions que vous devez quand même vous poser à un moment donné. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? À quel point vous êtes prêt à baisser votre confort de vie? Parce que c'est vrai que quand on est salarié, on se dit, j'en sais rien, moi, on a 10 000 qui rentrent tous les mois. Juste en allant bosser, il y a quelqu'un d'autre qui s'inquiète pour ses fins de mois au-dessus de moi. Moi, je m'inquiète de rien. Tant que je ne suis pas licenciée, je suis tranquille, ça tombe. Quelle que soit la qualité de travail que je fournis. Alors qu'entrepreneur, tout repose quelque part sur vos épaules. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus que ça freine l'envie d'entreprendre. Je pense que si on est bien organisé, malgré le fait qu'on puisse avoir... faut juste bien calculer ses charges, bien s'organiser et potentiellement après, voilà, comme on a dit, se lancer avec même un job en parallèle et puis au final faire que ça marche, quoi. Oui, et puis après, quelque chose aussi, c'est que tu parlais de la qualité de vie, des dépenses que tu fais. Moi, je remarque que quand j'étais employée, en fait, j'avais besoin de sortir le samedi, de picoler, de faire la teuf, parce qu'en fait, tu as envie de te changer les idées. Quand tu as exactement, quand tu as cette fibre aussi un peu entrepreneuriale, et donc parfois qui se traduit par une frustration, en fait, que tes idées ne sont pas forcément entendues, ou voilà, en fait, tu compenses. Tu as besoin d'aller en vacances, tu as besoin de te faire beaucoup de vacances, et tu as besoin d'aller all-in, alors que quand, en fait, ton métier, c'est ta passion d'un côté. Alors même si, on ne va pas se mentir, quand tu bosses le dimanche après-midi, c'est quand même un peu relou, tu préférais faire autre chose, mais il y a tellement de satisfaction autre que financière, et on gagne tellement de choses qui nous nourrissent, indépendamment de la nourriture, qu'en fait ça compense un petit peu. Et je veux juste réajuster ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai un soutien, je sais, au cas où, mais surtout, moi je me suis tournée vers des institutions de prêt, en fait. Donc la Fondetech, typiquement, c'est un super exercice aussi pour se dire je me lance pas, parce qu'en fait, si des gars de la Fondetech qui voient mes 500 projets par mois te disent que le tien, en fait, je suis désolée, mais ça ne va pas le faire. Finalement, ils te font gagner du temps, gagner de l'argent. Et inversement, s'ils te disent, tu sais quoi, nous, on est prêt à te prêter combien tu veux, donc toi, tu es obligé de faire ce business plan, etc., de t'expliquer à quoi tu vas dépenser chaque centime, et tu as quelqu'un derrière toi qui te donne un peu des conseils, je pense que là, tu peux t'en sortir. Et à mon sens, il n'y a que des solutions. La question, c'est tu veux te lancer, tu ne veux pas te lancer. Si tu veux, réfléchis pas à, oh là là, comment je vais faire. C'est plutôt, voilà, trouve les solutions, frappe aux bonnes portes, et entoure-toi. Et puis, le Friends and Family, c'est le premier round d'investissement aussi souvent. Et puis, si tu as une super idée et puis les gens croient en toi, tu peux trouver un petit peu d'argent et puis faire quelque chose d'assez économique. Tu n'es pas obligé d'être gourmand en cash non plus. Mais... Non. Puis c'est vrai que quand tu lances ton projet, tu n'es pas non plus obligé de tout de suite vouloir avoir un super emplacement pour ta boutique, avoir un truc qui fait 1000 mètres carrés. Des fois, il faut simplement commencer tout petit et puis grandir petit à petit. Et c'est vrai que selon les domaines, c'est vrai qu'il y a un investissement de départ qui peut être important. Et ça, c'est des choses, comme tu le dis si bien, Johanna, c'est un risque à calculer. Et ça, il faut vraiment que tu prennes le temps, c'est un gros investissement de départ, de voir, ok, est-ce que je dois faire un prêt? Est-ce que je vais être capable de le rembourser rapidement? Et ça, c'est pas une réflexion à la va-vite. Autant il y a des choses, tu peux juste dire, ok, j'y vais, je fonce, je me pose pas trop de questions. Mais il faut quand même, en tant qu'entrepreneur, tu passes ton temps aussi à évaluer les risques. Pour ma part, la partie événementielle, c'est du service. Je n'ai pas besoin d'investir dans un bureau. L'ordinateur, je l'avais déjà. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'ai calculées. Aujourd'hui, l'événementiel ne me génère pas de revenus. Et j'investis quand même de l'argent dans un site internet, sans savoir quand est-ce que ce business va de nouveau me ramener des revenus. Mais c'est quelque chose, c'est un risque que j'ai calculé, c'est un risque finalement modéré. Après, si tu as beaucoup d'argent que tu ne sais pas comment le dépenser, c'est un autre problème. Ouais, alors tout à fait. Alors, ce n'était pas mon cas. Et du coup, je pense que aussi le fait de ne pas avoir énormément d'argent pour lancer son projet, ça te force à aussi trouver des solutions qui sont autres.
Et puis moi, ben voilà, je lance un site dans le digital. Concrètement, quand j'ai commencé à en parler, on m'a dit mais ça va te coûter entre 100 et 150 000 francs pour pouvoir développer une application ou une plateforme digitale. Alors je vous rassure, j'ai clairement pas mis ni 100 ni 150 000 francs, je suis à beaucoup moins. Et voilà, j'ai trouvé des solutions, j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché pour bien m'entourer. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais au final, j'ai réussi à trouver en fait des gens qui pouvaient répondre à mes demandes, mais dans les prix qui moi me convenaient. Et après, j'ai fait aussi d'autres choses de façon différente. J'ai pas non plus pris tous les chemins que prenaient normalement les gens. Et j'ai aussi pris beaucoup de temps. C'est vrai que sur certains trucs, je me suis énormément préparée, j'ai énormément vu de gens, j'ai été assez lentement, mais au final, ça m'a évité de faire des dépenses inutiles. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que je peux me flatter de ne pas en avoir fait. Et du coup, je suis assez contente de ça aussi. Donc, je pense voilà, de la préparation en amont et de réfléchir de manière un tout petit peu différente de comment est-ce qu'on peut faire les choses. Peut-être que c'est pas aussi cher que ce qu'on nous dit. On peut trouver d'autres solutions et qui peuvent après matcher avec notre budget, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question, parce qu'on voit l'heure qui tourne? Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou on passe un petit peu... Oui, la conclusion, je crois que c'est juste merci de nous avoir écoutés et puis lancez-vous, quoi. Faut y aller, hein, les gars, c'est le moment. Hein. Il n'y a pas de bon moment de toute façon. Et puis en fait, après, tu as des jumelles qui naissent et puis après, tu déménages et puis après, il n'y a jamais vraiment de bon moment. Des fois, les opportunités, c'est toi qui les crées. Il ne faut pas toujours attendre que les choses se présentent, que les planètes s'alignent, pour reprendre nos expressions d'un peu plus tôt. C'est des fois, en fait, il faut juste que tu crées l'opportunité. En fait, si tu as envie d'être entrepreneur, que tu as un embryon d'idée, tu peux aussi intégrer des réseaux comme Genuine. Parce que du coup, chez Genuine, typiquement, il n'y a pas besoin d'être un entrepreneur affirmé pour intégrer ce réseau. Et même si ton idée est à l'embryon, mais que tu as déjà cette idée, tu peux venir, tu peux intégrer ce réseau et discuter avec des Genuine qui sont au même stade que toi, ou des Genuine qui sont à un stade plus avancé, ou des Genuine qui sont des experts absolus dans leur domaine. C'est si tu le sens, vas-y, réfléchis pas 107 ans. Ouais, et en fait, c'est vrai qu'on remarque en tout cas que personne regrette. Tous les gens qui ont jusqu'à aujourd'hui fait cette aventure et qu'on a croisés sont tous des gens qui sont ultra épanouis, super heureux d'avoir fait le pas, même si parfois ça a été compliqué, même si parfois ça a été difficile. Ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on a appris tellement que même si on devait repartir un jour dans la vie d'employé, au final, le nombre de compétences qu'on a acquéries au cours de toute cette aventure, c'est énorme. Tandis que si on était resté dans notre emploi, au final, on aurait peut-être fait nos 9 to 5, on se serait concentré sur notre truc, on ne serait pas sorti de notre zone de confort, on n'aurait pas fait toutes ces lectures, on n'aurait pas fait tous ces cours qui nous ont appris des choses sur le marketing digital, la comptabilité, tous les trucs passionnants d'entrepreneuriat, comment gérer des réseaux sociaux. Ah oui, vaste sujet. Non, voilà, et donc du coup, c'est vrai que c'est un exercice qui, au final, on en ressort quand même toujours grandi, même si à la fin, il n'y a pas une entreprise qui voit le jour, c'est pas grave. Et sincèrement, il faut, voilà, comme vous dites, il faut vraiment oser y aller. Moi, j'ai envie de dire aussi une petite phrase, mon petit quote. Vas-y. Non, mais qui est aussi un petit peu mon moteur. Et à chaque fois parfois, effectivement, hein, je disais que tout se passait très bien avec Balm Booking en général, et c'est ce qui est assez vrai, mais il y a quand même des fois où je suis quand même un peu découragée, où je me dis aussi la montagne est tellement grande, est-ce que moi, je vais vraiment arriver à faire ça? Parce que des fois, je me remets quand même en question par rapport à ce projet. Et en fait, il y a ce quote qui dit « Tous les entrepreneurs qui sont arrivés n'ont jamais lâché ». Donc en fait, à chaque fois que je me dis « Là, j'en peux plus, j'ai vraiment envie de poser les plaques parce que je suis fatiguée », je me dis « Non, je ne lâche pas. Parce que si tu lâches, ça veut dire que tu ne sauras jamais si tu pouvais y arriver ou pas. » Donc voilà, ça c'est ce qui me permet d'avancer tout le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.